Dans ce deuxième exercice du contrôle, plus abstrait, il s'agit plus de prouver des choses. On est dans un espace vectoriel E, on ne sait pas lequel c'est, et on a dedans deux endomorphismes, on ne sait pas lesquels. La première chose qu'on nous demande, c'est un peu une question de cours, c'est quelles sont les propriétés, quelles sont les conditions que doit vérifier un vecteur x de E pour être un vecteur propre de l'endomorphisme U-V. Donc attention, il ne s'agit pas d'être le vecteur propre d'un endomorphisme F, il ne s'agit pas de donner la définition d'un vecteur propre en général, il ne s'agit pas de donner la définition d'un vecteur propre de U ou de V. L'endomorphisme qui nous intéresse ici, c'est U-V. Et donc pour être un vecteur propre, il y a deux conditions, ça pour le coup c'est du cours. X est un vecteur propre de U-V associé à la valeur propre lambda si X est non nul. Ça, c'est la première condition. Donc il faut que x ne soit pas le vecteur nul. Et il faut que u rond v de x, donc quand j'applique l'endomorphisme u rond v au vecteur x, il faut que ce soit égal à lambda x. Il faut que u rond v, pour ce vecteur spécifique, tout ce qu'il lui fait, c'est de le multiplier par lambda sans en changer la direction. Alors ensuite, on nous demande, du coup, si x est un vecteur propre de u rond v, du coup, et que v de x égale vecteur nul, alors lambda est forcément égal à 0. Donc supposons que x est un vecteur propre associé à lambda tel que v de x égale 0. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Du coup, si je calcule u de v de x, d'après ce que j'ai écrit juste au-dessus, déjà, par définition, enfin d'après la définition des vecteurs propres qu'on a rappelé au-dessus, c'est égal à lambda x, mais c'est aussi égal à u de v de x. V de x, c'est le vecteur nul, donc ça nous fait u de 0. Et comme u est linéaire, u de vecteur nul, ça fait le vecteur nul. Donc l'image du vecteur nul par un endomorphisme, vous vous rappelez, ça fait toujours le vecteur nul. Donc du coup, lambda x doit être égal au vecteur nul. Et x, il est non nul. C'est le truc qu'on a rappelé à la question 1. X, c'est un vecteur non nul. Donc forcément, c'est lambda qui doit être nul. Et c'est ça qu'on nous demandait de démontrer. On aperçoit qu'ici, j'ai oublié de préciser, c'est un vecteur propre de U rond V. On a dit pas de U, pas de V, pas de F. Comme ça, c'est écrit. Troisièmement, qu'est-ce qu'on nous demande troisièmement? Troisièmement, on nous demande d'en déduire que si j'ai une valeur propre non nulle de U rond V, c'est aussi une valeur propre de V rond U. Alors attention, U rond V et V rond U, c'est pas la même chose. A priori, les endomorphismes, ça commute pas. Supposons que lambda, c'est une valeur propre de U rond V. Et si, ce qu'on a vu à la question 2, c'est que si x est un vecteur propre associé à lambda,
Alors, d'après la question 2, si v de x, ça fait 0, alors lambda est égal à 0. Et ici, on a supposé que lambda était non nul. Donc par contraposé, si lambda est non nul, alors v de x ne doit pas être le vecteur nul. Et du coup, ce qu'on a, c'est que u de v de x, vu que lambda c'est une valeur propre associée à u rond v, u de v de x, ça fait lambda x. Et du coup, si j'applique v de chaque côté, v de u de v de x, ça nous fait v de lambda x. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, je veux passer de u rond v à v rond u, donc pour avoir un v à droite du u, j'ai pas 36 000 solutions, il faut que j'applique v à u d'une manière ou d'une autre. Et comme v est linéaire, v de lambda x, ça fait lambda fois v de x. Et là, on s'aperçoit d'un truc. On a réussi à obtenir v de u de quelque chose est égal à lambda fois le même quelque chose. Du coup, on a gagné en fait, parce que si on note w égale v de x, alors w, c'est pas le vecteur nul, ça c'est ce qu'on a dit juste au-dessus. Et v de u de w, d'après la ligne ici, là, v de u de w, ça fait lambda fois w. Donc en fait, w, c'est un vecteur propre de v rond u associé à la valeur propre lambda. Et donc lambda, c'est une valeur propre de v rond u. Là, je pense que c'était certainement la question, en tout cas une des questions les plus difficiles du contrôle, parce que là, pour le coup, on s'en sortait pas sans avoir des idées. Déjà, il fallait avoir l'idée d'appliquer V de chaque côté, donc de partir de cette égalité et d'appliquer V de chaque côté. Et après, une fois qu'on avait ça, ça allait beaucoup mieux si on remarquait que V de U de V de X égale lambda fois V de X. Donc V de X, il se comporte comme un vecteur propre. Et après, il faut penser à justifier que v de x est non nul en utilisant la contraposée de la question 2. Donc ça, c'était vraiment la question pas évidente du contrôle. Si vous avez réussi, bravo. Sinon, remarquez que c'est pas... Normalement, ça vous bloque pas, puisque du coup, vous pouvez continuer le contrôle. Si vous n'avez pas réussi à faire ça, ce qui se comprendrait, vous pouvez continuer quand même, faire les questions 4, 5, 6, sans spécialement avoir besoin de la preuve de ça, puisque de toute façon, le résultat est donné. Vous savez... Vous pouvez utiliser le résultat d'une question, même si vous n'avez pas démontré cette question. Donc ceci étant dit, la quatrième question, on se place dans un cas particulier. Donc on décide que c'est R de x. R de x, c'est l'ensemble de tous les polynômes. Donc, contrairement à ce que je crois que, dans ce que j'ai lu, en tout cas, certains d'entre vous semblent avoir pensé qu'il s'agissait des polynômes de degré 1 ou moins. Pas forcément, hein. R de x, c'est l'ensemble de tous les polynômes. Quel que soit leur degré. Donc c'est un espace vectoriel de dimension finie. De dimension infinie, pardon, justement. C'est l'ensemble de tous les polynômes de tous les degrés possibles. Et du coup, cet ensemble-là, c'est un espace vectoriel de dimension infinie dans lequel on considère
deux applications. U de P, c'est l'application qui a un polynôme associe sa primitive qui s'annule en 1. Donc l'intégrale entre 1 et grand X de P de X dx, c'est la primitive de P qui s'annule en 1. Vous savez que les primitives sont définies à une constante près. Ici, on choisit la constante de façon à ce que quand je prends grand X égale 1, ça fait 0. Et V de P, c'est la dérivée de P. Donc on a un endomorphisme qui primitive le polynôme P et un endomorphisme qui dérive le polynôme P. Et on nous demande de calculer les composés U rond V et V rond U. Donc si je prends un P dans E, U rond V de P, le premier qu'on nous demande, U rond V de P, c'est donc U de V de P, c'est-à-dire c'est U de P'. Donc ça va être la primitive de P' qui s'annule quand X égale 1. Donc attention ici, la variable de cet endomorphisme, c'est un polynôme. La variable ici, c'est pas le X. L'espace vectoriel auquel on s'intéresse, c'est l'ensemble des polynômes. Et donc U, c'est une application qui prend un polynôme et qui donne un autre polynôme. Le X, c'est juste une variable. C'est la variable du polynôme. Ça sert juste à tenir la place, quoi. Mais c'est pas la variable de l'application U. Ce qu'a fait U, c'est modifier un polynôme pour le transformer en un autre polynôme, en le primitivant. Donc on obtient à la fin un polynôme. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ici, dans U, quand j'applique U à V de P, c'est-à-dire à P', c'est pas le X qui se transforme en P', c'est le polynôme P, puisque l'endomorphisme U, il s'applique au polynôme P. Voilà. Je sais pas si c'est très clair mon truc. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si vous calculez l'intégrale de P' entre 1 et X? Et là, en tant que professeur d'analyse réelle 2 au premier semestre, je suis très triste si vous ne savez pas que ça vous fait P de X moins P de 1. Donc U rond V de P, c'est l'application qui a un polynôme P associe le polynôme P moins P de 1, moins sa valeur en 1. Maintenant, si on calcule V de rond U de P, donc ça fait V de U de P, c'est-à-dire, je vais appliquer, alors ça va être un petit peu moche, je vais appliquer V au polynôme primitif de P qui s'annule en 1. C'est-à-dire, c'est V de Q de X moins Q de 1 où Q, c'est une primitive de P. Donc ça, c'est une autre façon de le noter. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. C'est juste pour essayer de clarifier les choses. Si je note Q une primitive de P, n'importe laquelle, alors quand je calcule cette intégrale, ça me fait Q de X moins Q de 1. Et maintenant, du coup, ça me fait un polynôme. Qu'est-ce qui fait V? Il dérive le polynôme. Donc j'obtiens Q' de X, c'est-à-dire j'obtiens P de X. Q de 1, c'est une constante, donc si je dérive, eh ben, il ne reste plus que Q' de X. Et puisque Q, c'est une primitive de P, Q' de X, ça fait P. Alors vous pouvez passer directement de là à là, hein, c'est juste pour essayer de clarifier un petit peu parce que j'ai l'impression que c'était pas très clair ce qu'il faisait ces deux endomorphismes. Donc l'endomorphisme U, il dérive le polynôme. L'endomorphisme V, il dérive le polynôme. Et l'endomorphisme U, il primitive le polynôme et il choisit la primitive qui s'annule en 1 parmi toutes les primitives. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que le polynôme
Le polynôme P, quand vous lui appliquez U, vous commencez par calculer son intégrale entre 1 et x. Donc ça, on peut le noter Q de x moins 1 si Q, c'est le nom que je donne à une primitive de P. J'ai pas besoin de savoir qui c'est, j'ai juste besoin de savoir que ça existe. Je peux toujours primitiver un polynôme. Et du coup, j'applique V au polynôme Q de x moins Q de 1. V, il dérive les polynômes, donc la constante Q de 1 disparaît, il reste la dérivée du polynôme Q de x, donc ça fait Q' de x. Et puisque Q, c'est une primitive de P, Q' de x, ça fait P. Donc V rond U de P, il prend le polynôme P et il renvoie le même polynôme P. Donc en fait, V rond U, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que du coup, en fait, V rond U, c'est l'identité, c'est l'application identité sur R de x. Il prend le polynôme P et il ne lui fait rien. Alors maintenant, dans la question 5, on nous demande de déterminer les noyaux de ces deux endomorphismes. Alors allons-y. Si je prends un polynôme P, quand est-ce qu'il est dans le noyau de U rond V? D'après ce qu'on a obtenu, déjà par définition du noyau, c'est si U de V de P c'est égal au vecteur nul de R de x, c'est-à-dire si, d'après ce qu'on a calculé à la question 4, si P de x moins P de 1 c'est le polynôme nul. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que du coup P de x c'est le polynôme constant égal à P de 1. Donc là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que P de x doit être égal à P de 1 pour tout x. C'est lesquels les polynômes tels que P de x égale P de 1, quel que soit x, ce sont les polynômes constants. Donc R U rond V, le noyau de U rond V, c'est l'ensemble des polynômes constants. Donc c'est l'ensemble des polynômes qui sont égaux à une certaine constante C. Maintenant, quand est-ce que P est dans le noyau de V rond U? Quand V de U de P, ça fait 0. Ça, c'est la définition du noyau. Et on a dit d'un autre côté que V de U de P, ça fait P. Donc en fait, P, il est dans le noyau de V rond U, si et seulement si c'est le polynôme nul. Donc dans le noyau de V rond U, il n'y a pas grand monde. Il y a le polynôme nul. Alors, comment ça se traduit tout ça en termes de valeur propre? Du coup, ce qu'on obtient ici, c'est que le noyau de V rond U, c'est 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vecteur non nul tel que V de U de P égale 0. Autrement dit, il n'y a pas de polynôme P. Donc, je vais l'écrire. Il n'existe aucun P non nul tel que V rond U de P, ça fait 0, autrement dit, tel que V rond U de P, ça fait 0 fois P. Donc 0 n'est pas valeur propre. De V rond U. Par contre, le noyau de U rond V, c'est pas juste le vecteur nul.
dans le noyau de U rond V, il y a tous les polynômes constants. Donc par exemple, si je note P0, le polynôme constant égal à 1, c'est pas un donc ici, hein. C'est ce qu'on a calculé à la question 4. Ce qu'on a calculé à la question 4, c'est que le noyau de U rond V, c'est non nul. Par exemple, si on note P0, le polynôme P0 de x égale à 1, on a P0 qui appartient à ker U rond V. Autrement dit, U rond V de P0, ça fait 0 vecteur nul, ça fait donc 0 fois P. Ça fait vecteur nul qui est égal à 0 fois P. Et au risque d'être lourde, le polynôme constant égal à 1, c'est pas le polynôme nul. Donc, 0, il y a donc un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Pour U rond V, 0 est une valeur propre de U rond V. Et c'est quoi le rapport avec la question 3 ? À la question 3, on a obtenu que si lambda est non nul, lambda est valeur propre de U rond V implique que lambda est valeur propre de V rond U. On a obtenu que si lambda est non nul, lambda est valeur propre de U rond V, ça implique que lambda est valeur propre de V rond U. Mais si lambda égale 0, du coup, ça marche pas, parce qu'ici, on a obtenu un exemple où 0 est valeur propre de U rond V, mais 0 n'est pas valeur propre de V rond U. Donc ici, 0, il est valeur propre, il est dans le spectre de U rond V, c'est le spectre que je note SP, hein, des fois que c'était pas clair, mais 0, il n'est pas dans le spectre de V rond U, donc manifestement, il n'y a pas d'implication ici. Donc ce résultat ne s'applique pas toujours si A Donc ce cas ne s'applique pas nécessairement, ce résultat qu'on a obtenu à la question 3, il ne s'applique pas nécessairement à lambda égale 0. Pourquoi je dis pas nécessairement plutôt que pas tout court ? On n'a pas montré que c'était jamais le cas. On a juste montré que des fois, ça marche pas. Des fois, si lambda égale 0, c'est possible que 0 soit valeur propre de U rond V, mais pas de V rond U. Alors il y a par contre des cas où ça marche, et la question 6 nous demande de montrer que notamment si E est de dimension finie, alors le résultat s'applique. Si la dimension de E est finie, alors U et V, ils ont des matrices dans une base de B0. C'est ça que ça veut dire être fini, c'est qu'il y a des bases. Un espace vectoriel de dimension finie, hein, comme on a vu en L1, c'est un espace vectoriel qui a une base. Et du coup, s'il y a une base, je peux faire les matrices de U et V dans cette base.
Alors, du coup, dans ce cas-là, 0 est valeur propre de U rond V, si et seulement si le noyau de U rond V moins 0 identité, donc le noyau de U rond V, c'est pas le vecteur nul, ça c'est une définition des valeurs propres. Autrement dit, si le déterminant de la matrice, le déterminant de l'endomorphisme U rond V est nul dans ce cas-là, c'est-à-dire déterminant de AB égale 0. Mais ce qu'on a vu, c'est que le déterminant de AB, c'est égal au déterminant de BA. Et BA, c'est la matrice de V rond U. Donc si BA a un déterminant nul, ça veut dire que V rond U n'est pas inversible, et autrement dit, le noyau de V rond U, ce n'est pas le vecteur nul. Et ça veut dire que 0 est valeur propre de V rond U. Donc le résultat de la question 3, il est toujours vrai en dimension finie par contre. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour l'exercice 2. J'espère que ça vous a semblé clair et je vous remercie comme toujours de votre attention.